Alors, rebonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc, désolé pour le direct, on le fait en différé, mais c'est pas bien grave, vous aurez quand même toute l'émission. Je vous représente donc notre professeur d'histoire, Nicolas Planche, qui est un Cantalou lozérien, mais lozérien de cœur, et puisqu'il adore la Lozère. Et puis c'est Nicolas qui va nous présenter donc, cet homme illustre de Lozère qui s'appelle Théophile Roussel. Donc, comme tu me disais, tout le monde le connaît, mais personne ne sait trop qui il est. Oui, bah oui, oui, et en particulier les élèves. Donc c'est quand même, ça nous a paru un petit peu étrange que des élèves qui soient au lycée Théophile Roussel ne sachent pas vraiment qui était Théophile Roussel. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 2 ans, l'ensemble des collègues de toutes les filières ont organisé cette exposition. Et tout à l'heure, ma collègue Christine Kissard, qui a organisé et mis en scène cette exposition, t'en parlera un peu mieux. Voilà. Mais oui, alors Théophile Roussel, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un personnage extrêmement attachant et important parce que il a jusqu'à la fin de sa vie, il a montré son attachement à la Lozère et aux Lozériens. Mais était-il lozérien lui-même? Alors, il était lozérien, effectivement, donc il est né à Saint-Chély-d'Apcher. Voilà. C'est son grand-père paternel qui était médecin qui est venu s'installer à Saint-Chély, mais la famille Roussel est originaire de Villefort. Sinon, hein, vraiment, le bastion des Roussel, c'est Villefort. Et donc il est venu, il est né donc lui à Saint-Chély-d'Apcher, dans la maison, sa maison natale que tout le monde connaît, c'est la mairie actuellement. C'était la maison de son père et il a hérité et il a donné avant de mourir à la fin du 19e siècle, il a légué donc sa maison familiale à la commune de Saint-Chély et c'est devenu aujourd'hui la mairie. Voilà. Alors qu'a-t-il fait durant toute sa vie, puisque pour devenir célèbre comme il a écrit, il a tout, mais qu'a-t-il fait exactement? Ah, alors c'est vrai que c'est un homme aux multiples facettes, hein. Bon. Le premier, effectivement, la première chose pour laquelle on le connaît, c'est sa carrière de médecin. Alors il a fait son école ici à Saint-Chély-d'Apcher, chez l'école des frères. Et puis après, à l'âge de 13 ans, il est parti au collège à Paris. Et d'emblée, il s'est fait une réputation parce que quand il est arrivé à Paris, il était assez reconnu parce qu'il avait un fort accent. Ça te dit quelque chose, ça? Un Ah fort ouais, accent ça je lausanne. connais, oui. Voilà. Et il se trouve que ses camarades avaient tendance à se moquer un petit peu de lui, mais il se laissait pas faire, il jouait des points. Et puis surtout, ça lui a donné une ténacité et il a fini premier de sa classe. Il était systématiquement premier de sa classe. Donc déjà au niveau des études, c'était Il se défendait avec les points. ah, et avec les Ah, pour points. un futur Ah ouais, médecin, ouais. Ah c'était... ben non, il se laissait pas faire. Ouais, là, il était assez coriace. Puis après, il a fait la faculté de médecine. Là, il a côtoyé quelqu'un qui est extrêmement connu, extrêmement célèbre, c'est Claude Bernard, grand professeur de médecine. Et puis, durant ses années d'études, il va s'intéresser à plusieurs maladies à l'époque qui paraissent un petit peu saugrenues, un petit peu bizarres. Et la première chose qu'il va faire, c'est lors d'un voyage en Italie, il va comparer des symptômes qu'il voit sur des paysans italiens, sur des choses qu'il avait déjà vues en France et qu'il reverra un peu plus tard en Espagne. Bon, c'est ce qu'on appelle la pelagre. Donc là, Ah oui. voilà, c'est une maladie effectivement de peau, hein, voilà. Et il va en déduire à travers ses études que cette maladie est certainement due à une mauvaise alimentation. Voilà. Et on sait aujourd'hui effectivement que c'est lié à une carence de vitamines. Bon. Et lui, à l'époque, il pensait que ça venait du maïs ou du blé qui avait germé et qui, quand il était consommé, entraînait cette maladie. Il a fait sa thèse sur les maladies de cœur. Voilà, quels sont les signes physiques qui permettent de distinguer une maladie de cœur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très curieux. Il part beaucoup de l'observation, voilà, et du terrain. Il y a aussi des ouvriers qui travaillaient dans une usine pour fabriquer des allumettes et qui se rendaient compte que très rapidement ils devenaient malades. Donc ils y ont demandé de venir sur place pour essayer de voir d'où ça venait. Et il en a déduit que ça venait du phosphore, effectivement, qui contaminait les ouvriers. Donc il a toujours été sur l'observation, en fait. Voilà. Donc quelqu'un de très très curieux, qui donc après ses années de médecine à la faculté va travailler à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, et après il va revenir en Lozère sur Saint-Chély où il va devenir médecin de campagne, médecin généraliste jusqu'à pendant très 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 longtemps. Je ne vais pas dire jusqu'à la fin de sa vie parce que il a eu après une carrière politique, mais en Oui, tout cas une voilà, grande on partie. va y venir. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Alors justement, on peut dire que le deuxième Théophile Roussel, c'est l'homme politique. Alors il s'est engagé à partir de la Seconde République en 1848.
Et d'emblée, c'est un républicain modéré, voilà. Mais un républicain, il a des convictions républicaines. Et donc il va se faire élire sur l'arrondissement de Florac. Donc il va À Florac. ouais, à Florac. Ouais. Et donc à l'Assemblée nationale à Paris, je dis souvent qu'il a alors bon, on peut pas, les deux choses ne sont pas forcément comparables, mais il a un peu le même parcours que Victor Hugo. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'engage vraiment en politique sous la Seconde République en tant que républicain. Il va s'opposer très rapidement à l'évolution un peu conservatrice de la Seconde République. Il a voté par exemple contre la limitation du suffrage universel masculin. Il a voté contre la loi Fallou qui confiait tout l'enseignement en France à l'Église, aux hommes d'Église. Et puis, comme Victor Hugo, à partir du coup d'État de Napoléon III, pendant le Second Empire, il va arrêter la politique. Il va revenir en Lozère, où il va exercer son métier de médecin. Et il reviendra en politique sous la Troisième République, où il sera député puis sénateur. Voilà. Et là, c'est là vraiment où, en tant qu'homme politique, il va jouer un rôle important parce qu'il va intervenir sur le vote de plusieurs lois. Et notamment en 1874, la loi qui porte son nom, la loi Roussel, qui vise à encadrer, effectivement, à protéger l'enfance, les enfants, et notamment les enfants qui étaient en nourrice à l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient placés en nourrice, et parfois ils étaient mal nourris, maltraités, et beaucoup mouraient. Et donc il va créer un corps de médecins, inspecteurs, il va former aussi des gens pour aller vérifier sur place que les nourrices alimente bien et respecte bien. Il n'avait pas créé aussi un diplôme pour les nourrices? Si, pour les nourrices, ouais, il y a des diplômes. Après, il va jouer aussi beaucoup sur la protection aussi de l'enfance au point de vue physique, hein, dans les familles où les parents frappaient les enfants, etc. Il va encadrer tout ça. C'est un grand humaniste, hein, et ça, je pense qu'il faut le retenir. C'est quelqu'un qui s'est battu pour le respect des individus et pour la dignité humaine. Bon, donc il a aussi, alors ça, je sais pas, voilà, il a aussi joué un rôle sur une loi pour limiter l'alcoolisme, et notamment l'absinthe, qui à l'époque faisait des ravages. Donc il a beaucoup intervenu dans ce domaine-là sous la Troisième République. On lui doit beaucoup de lois, donc. Oui, et notamment celle qui porte vraiment son nom, on l'appelle la loi Roussel, hein, c'est la loi de protection de l'enfance. Puis il continue en parallèle une carrière locale, puisqu'il a été conseiller municipal à Blavignac, à Albarré-Sainte-Marie. Une question, comment pouvait-il à l'époque se présenter? Puisque je crois qu'il fallait avoir une maison quelque part. À l'époque, on pouvait, à partir du moment où on était sur le département, notamment pour la législative, on pouvait se présenter sur n'importe quel arrondissement. Et après, sur Albarré-Sainte-Marie, c'est une autre partie de sa vie, c'est qu'il va racheter, après son mariage, une vieille demeure qui va réhabiliter, qui va transformer en un château néo-gothique. C'est le fameux, aujourd'hui, le château d'Orfeuillette. On doit avoir une photo. Ouais, au fond, il y a une photo, voilà, sur le château. On va s'avancer un petit peu. Je pense, voilà. C'est ici, c'est ce panneau-là, voilà, le château d'Orfeuillette. Le panneau qui a été fait par Jean-Louis Bois. Par Jean-Louis Bois, ouais, il a pris des photos aujourd'hui. Hein, on voit encore ici, sur le linteau de pierre, le nom de Roussel. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un restaurant d'application, hein, on forme des jeunes en cuisine. Voilà. C'est aussi un restaurant très réputé. Voilà. Et donc il va acheter ce château en fait, après son mariage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est marié avec une Américaine. Qui venait de Louisiane. Ouais. Et on doit avoir un panneau quelque part. Voilà, c'est ici. Même si c'est avec son épouse ici, Elisa d'Estréhan. Voilà. Et donc c'est à partir de ce mariage qu'ils vont décider de s'installer sur place et donc d'acheter le château d'Orfeuillette. D'accord. Et donc là, il continue aussi une vie politique localement. Hein. Et il a été aussi conseiller départemental. Alors là, pareil, on voit vraiment le Lozérien, parce qu'il ne se concentre pas que sur Saint-Chély. En tant que conseiller départemental, il a été conseiller départemental de Mende. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. C'est marrant, ça, qu'il veut se présenter partout. Quoi, il veut vraiment, comme les notables de l'époque, il veut jouer vraiment un rôle sur l'ensemble du département et montrer son attache au niveau départemental. Voilà. Donc ça, c'est l'homme politique jusqu'à la fin, qui s'est battu pour la République et pour essayer de lutter contre les inégalités. Il s'est pas tellement battu qu'il avait même refusé d'être sous Napoléon III. Ah oui, Napoléon III, comme Hugo, Hugo lui est parti à Jersey, en Angleterre, mais lui, il fait son exil intérieur, c'est-à-dire il revient dans sa petite patrie, parce qu'il est très attaché. Il faut savoir aussi que quand il a fait ses études de médecine, quand il était étudiant, il a aussi fait des recherches sur l'histoire locale. Il a écrit notamment, il a une biographie sur Urbain V,
donc, le seul Ah pape oui. lozérien. Et puis il s'est intéressé un petit peu à l'histoire et à la géologie locale. Et il a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'il disait que les hommes comme les choses prennent plus de relief lorsqu'ils sont recouverts de leur propre histoire. Je trouve ça très beau. Voilà. Donc D'accord, il ouais, c'est attachait beau. beaucoup d'attachement, il avait beaucoup d'attachement pour l'histoire locale. Et il s'est aussi impliqué localement. C'est lui qui a reconstitué à la fin du 19e siècle la vieille société d'agriculture de Mende, voilà, où il y avait des érudits qui se Oui. retrouvaient pour écrire des articles pour améliorer l'agriculture Mhm. locale. Donc ouais, il s'investit énormément. Et puis je pense que ça, il faut insister là-dessus, c'est un homme généreux et c'est un bienfaiteur. D'ailleurs, il a laissé beaucoup de choses Ah ouais, à sa énormément de mort. choses. À sa mort, alors il a eu une fille, voilà, il a une fille qu'il adorait, et deux petites filles. Je pense qu'on verra une des lettres qu'il a écrites qui Ah, est mais on assez. va le voir de Alors, on suite. verra, Ouais. allez, on va le voir tout de suite. Ouais, parce qu'après, on risque Voilà. de l'oublier. Donc vous avez Ouais. ici donc sa fille et ses deux petites filles, donc Madeleine, sa fille Elisabeth et Alice. Et ici, voilà, vers 1887, au dos d'une carte postale, vous avez la retranscription. C'est pour l'anniversaire d'une de ses petites filles, il a écrit ce petit mot. Alors le premier conseil, après celui de bien obéir à ta petite maman et à ta grand-mère, c'est de bien t'amuser. Quand on s'amuse bien le jour, on dort bien la nuit, et cela aide beaucoup à avoir bon caractère. Et c'est là où c'est magnifique, parce que c'est assez touchant. Le second, tu vas me trouver bien égoïste, c'est de bien aimer ton grand-père. Ah, voilà. Donc c'était quelqu'un effectivement qui était très très proche de ses petits-enfants, de ses petites filles et de sa fille. Et puis surtout, il était très proche des gens. D'ailleurs, il a eu un surnom sur le Nord-Lozère, on l'appelait le Père Roussel. Ah oui. C'est pas rien, parce qu'il faisait partie de ces médecins de campagne que tu as connus à l'époque, Oui, oui, qui oui, n'hésitaient oui. pas à parcourir jour et nuit, en plein hiver, qui étaient Ah oui. proches Ouais. de leur population. Et puis, cette proximité avec les habitants explique aussi pourquoi, pour son jubilé, à la mairie de Saint-Chély, on a encore le document officiel, il y a eu un livre d'or qui a été écrit par tous les habitants du canton de Saint-Chély pour le remercier. Donc ça D'accord. montre cet Et on le attachement. voit à la mairie. On le voit à la mairie, on doit la voir ici sur une photo. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ouais. Voilà. Voilà, ici. Hein, donc, et à l'intérieur, voilà. Parce qu'il faut savoir que la mairie de Saint-Chély, ils ont conservé sous vitrine à la fois une partie de la bibliothèque et des livres de Théophile Roussel, c'est assez magnifique, dans la salle du conseil municipal. Puis vous avez aussi au deuxième étage, sous vitrine, des documents qui ont appartenu, des tableaux, des photos, l'encrier et un certain nombre d'objets qui ont appartenu à Théophile Roussel. Bien que, je le rappelle, parce que ça souvent il y en a qui se trompent, Théophile Roussel a eu plein de fonctions politiques, mais n'a jamais été maire de Saint-Chély. Ah oui. Ah non, non, jamais. Ah d'accord. Il n'a jamais été maire de Saint-Chély. Il a été conseiller municipal, jamais Oui, maire nulle non, part, jamais. d'ailleurs. Non, il a été maire nulle part. Hein. Il a été conseiller municipal de plusieurs communes localement, conseiller départemental, député et sénateur. Hein, voilà. Ah oui, Mais il n'a d'accord. jamais été maire de Saint-Chély-d'Apcher. Et ouais, cet attachement est assez profond. Alors, il faut savoir que sur la fin de sa vie, par testament, et même avant de mourir, il a fait beaucoup de dons et de legs. Il a donné notamment beaucoup d'argent pour construire l'hôpital Oui, l'ancien hôpital de Saint-Chély. l'association et le musée Voilà, de l'usine. le musée de l'usine, où d'ailleurs il y a son portrait, devant, il y a une Oui. statue qui a été. Oui. Voilà. Il y a la même statue à Paris aussi. Et il y je a la crois, même, hein. voilà. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il a été distingué au niveau national. Il y a eu son jubilé à la Sorbonne qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, où il y avait tous les huiles de l'époque. Et après sa mort, le président de la République Fallières a inauguré à Paris, devant ce qui est maintenant l'Institut Théophile Roussel, une statue à sa gloire, à son hommage, et à Mende aussi. Voilà. Il y a aussi la statue de Théophile Roussel, qui d'ailleurs, c'est fort dommage, peut-être plus par bêtise qu'autre chose, l'année dernière a été un petit peu taguée, un petit peu... Oh, ouais. Bon, ça, voilà. Aujourd'hui, on ne sait plus de rien. Mais... Donc, d'où l'importance de l'éducation. Voilà. D'accord, oui, oui. Et, d'ailleurs, il a un joli mot, mais tu me diras. À la fin, il y a deux phrases qu'on aime, j'aimerais que tu nous cites. Qui le résume bien, je pense. Résume bien, voilà. Et il a donné aussi de l'argent aux communes voisines pour les pauvres, Blavignac et Albarré. Il donnait sur sa fortune, c'était pas l'argent qui venait de l'État. Il faut le spécifier parce qu'aujourd'hui, nos députés donnent ce qu'on leur donne, mais pas de leur... Je crois qu'ils ont plus, il n'y a plus d'enveloppe maintenant, mais à l'époque, ils donnaient. Ouais. Mais oui, il donnait sur sa fortune propre. Il a légué aussi toute sa bibliothèque, alors une partie pour la commune de Saint-Chély, une partie pour les archives de Mende. Donc voilà, encore une fois, son attachement. Et puis, il a aussi donné de l'argent, c'est assez intéressant, ça, parce que pour la maternité de Mende, mais qui
devait être destiné, ces dons, uniquement aux femmes pauvres et malheureuses, pour leur permettre d'accoucher dignement. Ah, d'accord. Et puis, dernière chose, c'est quand même fondamental, c'est qu'il s'est battu. Il est allé voir les politiques et les ministères de l'époque pour développer la ligne de chemin de fer Béziers-Neussargues, Ah oui. et pour qu'il y ait la gare de Saint-Chély. La gare de Saint-Chély, on lui doit vraiment une intervention importante. Et grâce à cette ligne de chemin de fer, il y a eu l'usine après. Et il y a eu l'usine, oui, effectivement, ouais. au début du XXe siècle, avant la guerre. Et on voit bien que cette ligne joue un rôle important. Ah, oui. Voilà. Et Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, si on voulait. Mais... Oui. Bon, voilà, aujourd'hui, j'espère on va pouvoir continuer à faire en sorte qu'elle existe toujours, parce qu'elle est fondamentale pour les scolaires et pour Arcelor surtout. Oui. Donc voilà, c'est un homme qui est ouvert sur les autres, qui est curieux. Ça, je pense que c'est ce qui le caractérise le plus. Et donc il va vivre quand même vieux, parce qu'il a vécu 87 ans. 87 ans. Ouais, il est né en 1816 et il est mort en 1903. Donc il a vécu très très vieux, et il est mort au château d'Orfeuillette, dans son château qu'il avait réhabilité. Et là, bien sûr, il y a eu énormément d'hommages qui lui ont été rendus par la suite. C'est dommage tout au long du XXe siècle, il va tomber un peu dans l'oubli. Oui. Alors que, voilà, on connaît la rue Théophile Roussel à Saint-Chély sans savoir qui est Théophile Roussel. Ouais. C'est ce qui et c'est pour ça un peu que j'ai voulu te voir, justement pour que tu nous rappelles un peu qui était cet homme-là. Oui. Alors c'est vrai que sur Saint-Chély, il est quand même présent. La rue principale porte son nom. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, l'ancien hôpital, qui est aujourd'hui le musée, en partie le musée de la métallurgie, qui porte aussi son nom. Le lycée, depuis 1989, jusque-là, il n'avait pas de nom. Et en 1989, le lycée a été baptisé en son nom, Théophile Roussel. Mais j'aime bien, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu un Lozérien à lui tout seul, parce qu'on voit bien dans ses engagements qu'il a parcouru le département et qu'il a laissé des traces dans tout le département, et pas uniquement sur le Nord-Lozère. Oui, mais alors pour continuer, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais là où il habitait, donc à Alvarez-Sainte-Marie, il avait fait construire l'école avec ses deniers. Il avait contribué effectivement à la construction effectivement de l'école. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui était généreux, ouvert, il accueillait tout le monde, puis il faisait comme... Alors c'est vrai que c'était... Beaucoup de médecins à l'époque faisaient ça aussi, les médecins de campagne, mais c'était aussi le médecin des pauvres, c'est-à-dire que des fois, quand les gens ne pouvaient pas le payer, même en nature ou autre, ça fait rien, il faisait quand même son métier, il était disponible, et il était quand même assez réputé sur le secteur. Ça explique aussi ses élections assez faciles. Il a été élu après... La première a été difficile, la première élection a été difficile, parce qu'il a osé d'emblée afficher ses couleurs républicaines. Mais il a fait une lettre aux électeurs qui est assez bien faite, assez ouvert d'esprit, où il montre quand même qu'il respecte effectivement les différences de ses électeurs, tous les points de vue. Il n'a pas fait une campagne très offensive contre ses opposants, et c'est comme ça qu'il a réussi à être élu. Il faut dire aussi que la famille Roussel, il avait un oncle qui était prêtre, il avait ses réseaux quand même qui l'ont beaucoup aidé à se faire élire en 1848. Mais après, par contre, il a été réélu sur sa réputation, et à chaque fois, il était élu largement. Donc c'était quelqu'un qui était respecté par les électeurs. Voilà. Alors je suis content d'être avec toi aujourd'hui, que tu nous aies parlé de cet homme, de le mettre en avant, puisque c'est quelqu'un de très très important pour notre département. On fera d'autres émissions ensemble, parce que tu as beaucoup de choses à nous dire sur la Lozère, même en étant Cantalou pourtant. Oui, la Cantal. Je sais que tu es beaucoup estimé ici à l'école et par tes élèves et par tout le monde. Donc c'est toujours un plaisir de te voir. On va pour aujourd'hui peut-être je voudrais quand même. Non, il y a ma collègue. Oui, on va tout à l'heure, donc dans une autre émission, pas un direct puisque le direct ne marche pas bien. Mais on va vous mettre donc la suite sera cette exposition qui est faite par les élèves et par les professeurs de l'établissement. Ça, on va le voir dans quelques instants avec madame. Alors, c'est madame Fléché-Quissargues, c'est professeure de lettres, et elle a longtemps animé, jusqu'à cette année, l'atelier art visuel aussi. D'accord. Et donc, c'est une artiste dans l'âme, et c'est elle qui a coordonné effectivement tous les travaux d'élèves, parce que toutes les filières, mais ça, elle t'en parlera, toutes les filières ont participé à cette exposition sur Théophile Roussel, et elle a mis en forme à travers ses panneaux le compte-rendu des travaux des différents élèves.
à la fois les élèves de petite enfance qui sont plus intéressés à la partie On va Ocel, voir ça avec elle. Et... Je voudrais juste que tu me donnes deux citations alors j'avais noté. auxquelles tu tiens et puis auxquelles nous tenons aussi. Alors c'est vraiment artisanal. Voilà. En fait, le premier, c'est un des extraits du discours qui a été prononcé par le président de la République, Fallières, en 1907, pour l'inauguration de la statue à Paris. Il dit la chose suivante: « Le mot d'ordre de toute votre vie fut la bienveillance et la bonté. Et protéger l'enfant, c'est aimer 2 fois les hommes. » Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup pour l'amour des Lozériens et l'amour de l'humanité d'une manière générale. Puis le deuxième, c'est lui. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que déjà à son époque, il essayait de lutter contre tout ce qui pouvait être les plaisirs faciles, l'enrichissement, etc. Lui, il accordait beaucoup plus d'importance à l'éducation et il pensait que les gens pouvaient être libres et sortir de leurs conditions difficiles par l'éducation. Et donc en 1883, il y a eu à l'Assemblée nationale un débat sur l'amélioration des régimes pénitentiaires pour les enfants et les adolescents. Parce que les enfants et les adolescents, il y avait des prisons spécifiques pour eux. Et il a pris la parole pour essayer de créer une union au sein des députés pour améliorer le sort des enfants et des adolescents dans les prisons. Et il a eu cette phrase, je trouve, qui résume bien sa pensée. N'oublions pas que le but comme l'objet de la civilisation est dans l'homme lui-même. Nous nous trompons en la faisant consister dans les seules découvertes du génie humain, dans les progrès matériels, dans l'accroissement des moyens de jouissance, dans l'embellissement de l'habitat humain. L'essentiel est de faire l'habitant. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est important, c'est pas le décorum, c'est pas effectivement l'enrichissement matériel, mais c'est l'enrichissement intérieur et intellectuel. Et ça, je trouve que ça le résume bien. Voilà. Merci Nicolas. Merci à toi. On te retrouve très bientôt donc, pour d'autres histoires comme ça sur notre département, sur les personnages, sur les choses qui se sont passées chez nous et surtout sur l'histoire de notre département. Donc je reviendrai vers toi très bientôt. Très bien. Merci, à bientôt. Et à tout à l'heure avec la collègue. Et à tout à l'heure avec ta collègue. Ok, merci.